Hey, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour le temps d'une bière et pas n'importe quelle bière. On va se retrouver pour le temps des premières bières. Aujourd'hui, on va explorer l'origine de la civilisation et on va voir comment la bière a joué un rôle crucial dans l'avènement de la civilisation sédentaire, c'est-à-dire dans l'adoption de l'agriculture. Avant qu'on commence, un petit mot de notre commanditaire, parce qu'on a un commanditaire. Il s'agit des Brasseurs du Temps. Les Brasseurs du Temps, c'est une brasserie que j'aime bien. C'est la première microbrasserie fondée à Gatineau en 2009. C'est une véritable institution. En plus de leur bière de microbrasserie, ils ont un musée. Donc, si vous aimez autant l'histoire que la bière, allez les voir. Ils sont gentils. Vous allez pouvoir, le temps d'une horloge, faire le tour du temps d'une bière chez eux. Ils sont situés au 170 rue Montcalm. Alors, je vous encourage d'aller les visiter. Aujourd'hui, on reçoit Mario Daire. Mario Daire, pour vous donner une idée, est dans le monde de la biérologie depuis 30 ans. Son CV sent le houblon à plein nez. Il a été conférencier, il a été expert conseil, il a été gestionnaire de projet, il a écrit 14 livres sur la bière, il a été fondateur, participant organisateur de plusieurs festibières, y compris le festibière de Gatineau. Puis aujourd'hui, il va faire la performance de tous les temps. Il va nous parler de l'origine de la bière. Comment est-ce que la bière est entrée dans la civilisation? Et moi, je pense qu'on pourrait commencer avec d'abord une question un petit peu plus personnelle. Comment ça va? Ça va bien. 3 gorgées plus tard. 3 gorgées plus tard, oui, ça a pris un certain... Moi, ça va mieux que toi, regarde. Toi, t'en as plus dans ton verre que moi. J'étais occupé à parler. Moi, j'étais en train de te vanter. Là. Je vantais tes mérites. Ouais, je me reconnais pas de temps en temps. Je me dis, hey, j'ai fait tout ça, moi. Ben oui, effectivement. C'est le fun à mort. J'ai des beaux souvenirs. Des très beaux souvenirs. Être payé pour boire. Hein. Moi, je disais ça au début de mes conférences. Hein. Ouais. Tout le monde, tous les jeunes, là, tout le monde fait passer ce job-là. Ce qui est intéressant aujourd'hui, il y a plein de possibilités de faire des sous en donnant des conférences ou des conseils sur le monde de la bière. Ça n'existait pas dans le temps. Quand j'ai commencé, il y a une trentaine d'années. Mais c'est qu'il y a tellement d'intérêt aussi. Je vais me souvenir toujours de... On était comme 8 experts ou 8 passionnés plus avancés que d'autres, disons, qui avaient fait des voyages en Europe pour comprendre un peu c'est quoi la bière. Et à un moment donné, je dis à ma gang, je dis, je vais donner un cours sur la dégustation des bières, pour me regarder. Hein? Un cours sur la dégustation des bières? Dans le temps, ben, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Puis à cette heure, les cours, tu peux faire des cours pendant une quarantaine d'heures pour développer tes compétences et tes connaissances sur la bière, ce qu'il y a dans ton verre, et aussi d'où vient ce produit-là. Ah, ça, c'est une super façon de retourner vers notre sujet principal. Voilà. Toi, t'avais pensé à tout, hein? Non, pas du tout. On va faire comme si. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que ça a joué comme rôle, la bière, dans l'avènement de l'agriculture? En fait, si on retourne dans l'histoire, puis on veut essayer de découvrir à quel moment la bière a été créée, on dépasse une frontière qui s'appelle l'écriture. On dépasse cette frontière-là, on a les témoignages par des résiduels dans des pots, dans des restants de villages où il y a eu des consommations, des pots, des amphores. Quand on s'est sédentarisé. Là. Ouais. Mais ça s'est pas fait comme d'une claque, la sédentarisation. Puis la découverte de la bière, c'est pas fait comme dans une claque. Je vais prendre l'exemple de l'électricité. Hein. On a ça partout. C'est ça qui fait tout fonctionner. C'est quelque chose de naturel qu'on a découvert. Mais avant qu'on sache comment la maîtriser, puis comment l'utiliser, puis quoi faire avec, ça a pris des années. Hein. Alors, la bière, c'est un peu la même affaire au niveau de l'histoire de l'humanité. Puis au niveau de la sédentarisation de l'homme et du début des sociétés. Alors, comme ça dépasse la frontière de l'écriture, c'est sujet à interprétation. C'est sujet à chaque découverte, les interprétations sont nuancées. Puis on ajoute une petite information par-ci, une petite information par-là. Alors, ce qu'on sait cependant, c'est que l'homme, avec un H majuscule, est parti d'un mode de vie nomade et s'est sédentarisé dans certaines régions du globe où c'était facile de faire de l'agriculture, où c'était plus facile. Et l'homme, avec un H, un majuscule encore, n'a pas décidé « Ah, voici la bière, voici j'arrête, je fonde des civilisations ». Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé après plusieurs étapes. Alors, il y a eu une étape
comme intermédiaire où il y avait du nomadisme et de la sédentarisation, puis de façon sur des territoires plus réservés. Et à force d'observer le cycle des plantes, on est arrivé à déduire comment faire pousser plus de céréales que ce qu'on consommait. Alors, parce qu'on maîtrisait l'agriculture, puis là, on trouvait que on avait des garanties de réserve alimentaire pour plus longtemps. Là, ça devenait intéressant de rester à la même place tout d'un coup. Il était obligé de rester à la même place parce que là, il fallait contrôler des choses. Il fallait contrôler. Puis à partir de ce moment-là, c'est des échanges commerciaux ou des échanges commerciaux à petite échelle, comme toi et ta belle-mère, disons, OK, ou ton cousin, ou ta réserve d'orge, parce que c'est l'orge et le blé, les deux premières céréales qui ont été cultivées. Et tu as ta réserve, tu as un échange avec un autre, là, je t'ai donné ça, tu me dois ça. Fait qu'on commence à faire des débuts d'écriture à cause de ça. Ouais. Et comme les réserves s'accumulent, ben, plus il y a des réserves, plus il y a des fonctionnaires pour gérer ces affaires-là. Ah, ça, c'est malheureusement inévitable. C'est inévitable. Et la hiérarchie sociale et les spécialisations commencent à se faire au niveau de la récolte, l'entreposage, la façon de gérer tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir est-ce que la bière précède la sédentarisation? Est-ce que la bière arrive après la sédentarisation? Ce qu'on sait aussi, c'est que la façon de consommer l'orge et le blé, mais surtout l'orge, c'était comme une sorte de gruau. Ah oui. OK? Alors, la bière n'est pas arrivée comme « bang, voici un verre de bière ». C'était d'abord un aliment. D'ailleurs, le concept d'aliment, le bière-aliment, va jusqu'après la révolution industrielle. Okay? Alors, même des premiers temps de prohibition, on disait aux gens « bois de la bière au lieu de l'alcool ». Alors, la notion de composante spirituelle de la bière arrive très sur le tard. On sait toutefois qu'au début des civilisations, ce produit-là, cet aliment-là, qui est une sorte de gruau, de temps en temps a eu le temps de fermenter. Et l'homme découvre que la bière, comme certains fruits fermentés, ont ce pouvoir de te faire sentir plus fort, plus vigoureux, plus déterminé, plus brave devant les mammouths, okay? Parce qu'ils vont quand même chasser ces hommes-là. Alors, avec l'organisation de la société, vient le développement de la bière aussi. Mais ça ne s'appelait pas bière, on s'entend là. C'était un aliment à base d'orge qui a porté plusieurs noms. Oui. Puis je pense que le côté soupe aussi, le côté aliment était peut-être plus prépondérant, justement basé sur ce que tu dis, mais aussi basé sur la recette de la bière qu'on a de Sumer. Il y a une hymne à Ninkasi qui parle de la bière comme quelque chose de relativement sacré, comme quelque chose de très important, mais on a l'impression que c'est d'abord et avant tout une soupe qu'on prépare à la gang, à la bonne franquette, sitôt fait, sitôt bu. Oui, mais il y avait des réserves, puis à force d'observer que si tu prends ta bière le lendemain, peut-être qu'elle est meilleure au niveau des effets, peut-être qu'au niveau du goût, elle n'est pas tout à fait pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de fermentation n'est pas connue encore. Ça arrive très tard, la levure, dans l'histoire de la bière. Et on sait toutefois les faits. On la connaît, les faits. Puis, de façon empirique, on est capable de développer, par essai-erreur, le pouvoir spirituel du produit. Quand on parle de pouvoir spirituel, puis si on fait des déductions par rapport à la bière d'origine, là, qui est ce produit-là en train de se développer, elle n'était pas forte en alcool. On peut parler de 2-3% d'alcool par volume maximum. OK. Dans la jarre, dans le bol dans lequel on consommait ça. Donc, c'est pas suffisant pour le petit peuple pour se pogner des cuites de façon systématique. Et les empêcher de travailler. Ça leur permettait de travailler puis d'être encore productifs, puis de continuer de réaliser les œuvres de ceux qui devenaient des fonctionnaires, de ceux qui devenaient des rois, de ceux qui devenaient les appelés de Dieu. La religion s'installe, l'organisation sociale s'installe, parce que plus on cultive, plus on a des réserves, plus il faut aussi se protéger
de la tribu de l'autre bord qui veut venir voler nos réserves. Alors, ils s'organisent tout un système de ville, de défense, d'organisation sociale à cause de l'agriculture. À cause des surplus qui deviennent source de toutes les solutions et de tous les conflits. Absolument. Puis regarde, c'est pas réglé encore aujourd'hui, ça. Oui, effectivement. Ça continue. Mais peu importe, on commence à développer le pain aussi et à séparer le côté solide du côté liquide dans le bol. Puis la première façon qu'on fait ça, c'est avec une paille. Alors, c'est des chalumeaux, c'est comme des roseaux. Hein, c'est vide à l'intérieur, puis on est capable d'aller chercher juste le côté liquide. Et au fil du temps, on développe la séparation finalement du pain, qui est le résidu de céréales, qu'on peut faire cuire, qu'on peut utiliser à d'autres fins, et le côté bière. Et ça suit le cours de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est drôle parce que ça me fait penser à 2-3 trucs que j'ai lus sur les excavations des premières bières. Puis je dis ça avec des guillemets parce qu'il y a toujours une autre première bière qu'on n'a pas découverte. Et puis dans 2 ans, on va trouver une bière qui aura été découverte il y a 1000 ans de plus que la dernière. Oui. Là, on est rendu, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, là, on est rendu à penser que les premières boissons fermentées, d'après les excavations, d'après les fouilles archéologiques, datent de quelque chose comme 11 à 13 000 ans. Oui. Puis ce qui arrive, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, c'est toujours très compliqué d'interpréter ce que la roche nous a laissé, mais ensuite, on trouve souvent dans les premières brasseries, puis ça c'est encore entre guillemets, des restants de bière à côté des restants de pain. Oui. Ce qui fait penser que soit c'était les mêmes gens qui faisaient les 2 produits différents, ou soit que justement, comme tu dis, il y avait des restants de bière qui étaient en réalité du pain, ou des restants de pain qui étaient en réalité de la bière. Oui. On dit souvent que la bière, c'est du pain liquide. Exact. Mais c'est complètement l'inverse. Le pain, c'est de la bière solide. Et même que mais c'est quoi, ça me fait penser? Tu vas me corriger si je me trompe. Je crois avoir lu quelque part, puis là, je pense que je pose la question à la bonne personne, que quand le pain sort du four, juste avant que tu ouvres la porte, il reste 2% d'alcool dedans. C'est possible, parce que c'est une procédure de fermentation. Ouais. Et la levure de pain, c'est une levure à bière aussi, là. C'est ça. Dans le monde de la bière, on a développé avec le temps des centaines de souches de levure de fermentation pour la bière. On fait la même chose du côté du vin, là. Dans le pain, c'est quand même assez limité, les types de levure, mais un des pains qui est les plus populaires, c'est le pain au levain, où on a fait fermenter finalement une boisson avant de fabriquer le pain. Alors, dans l'histoire de l'humanité, la bière est présente, c'est comme une colonne vertébrale qui est présente tout le long de l'évolution de l'humanité. Alors, à partir du moment où la bière est quand même maîtrisée, on commence, c'est une boisson qui est faite à la maison. C'est surtout la femme qui va être en charge de fabriquer la bière, pendant que l'homme, qui veut se nourrir de bière aussi, va aller faire des travaux, va aller exécuter des travaux, construire des choses, aller à la chasse, etc. etc. Fait qu'au fil du temps, l'apprentissage se fait surtout de façon verbale. C'est des traditions locales, parce que les gens, les communautés s'éloignent. On commence à s'éloigner de Sumer, on s'éloigne de l'Égypte. Et on va faire la bière avec les ingrédients locaux. Ouais. Alors, mais c'est rare que des brasseries à grande échelle. Les brasseries à grande échelle, c'était des brasseries pour nourrir, comme les pharaons, disons, qui construisent des pyramides. Ils sont obligés de nourrir leurs pas le choix, ouvriers. Parce que sinon, il n'y a plus de main-d'œuvre. C'est ça. On dit ouvriers entre guillemets, parce que des fois, les ouvriers ne choisissaient pas d'être là. Non, mais il semble que très souvent, les ouvriers étaient quand même bien payés pour l'époque. Et quand je dis bien payés, ce que je veux vraiment dire, c'est n'étaient pas occupés à agoniser parce qu'ils avaient faim. C'est ça, exactement. On les nourrissait bien. Ouais. Alors, les premiers grands... pas les premiers grands changements. La bière va avoir une coloration locale. C'est-à-dire qu'elle va être faite avec des ingrédients là où autour du village. Alors, la bière va avoir un goût différent dépendant des régions. On va prendre. Et la bière va se nommer, comme il va y avoir 25 brasseries, disons, en Égypte, dans tel village. Ils vont toutes porter le nom du village parce que c'est les procédures de brassage qui se transmettent de façon orale, en utilisant les mêmes méthodes de brassage, puis en utilisant les mêmes ingrédients de base, fait en sorte que la bière d'une région se ressemble. Puis tu voyages d'une autre région, mais la bière est un petit peu différente, etc., etc.
Le problème principal que la bière connaît, ça c'est jusqu'à la révolution scientifique, jusqu'à temps en fait qu'on ait un microscope pour voir qu'est-ce qui se passe dans nos boissons, la fermentation est alors perçue comme une intervention divine. Ouais. C'est de la magie. On ne sait pas c'est quoi. C'est un esprit qui vient visiter, vient transformer si on a bien apprêté l'esprit. Et là, tu as fait le lien entre l'esprit et la spiritualité qu'on retrouve dans la bière. Puis là, vraiment, là, on fait des jeux de mots, mais il y a quelque chose de vrai dans cette évolution-là. Là. Oui. Alors, les moines arrivent à un moment donné. Les moines qui s'isolent de la société, parce que la société est corrompue, c'est la débauche partout. Ils veulent être en communication exclusive avec Jésus-Christ, avec le Grand Esprit. Ont le pouvoir de communiquer par écrit, eux autres. Ils ont le pouvoir, puis ils veulent être autonomes, ça veut dire qu'ils vont faire l'agriculture, ils vont cultiver leurs matières premières pour faire la bière. Ils vont découvrir des méthodes, comment la rendre plus stable, la bière. Parce que jusqu'à ce moment-là, la bière va tourner au vinaigre, au bière-aigre. Elle va surir. C'est ça le problème. Acide. Le problème de la bière jusqu'à l'époque moderne, c'est qu'elle ne se conserve pas. Non. Il n'y a pas suffisamment de trucs dans la bière qui chassent les bactéries. En fait, les bactéries, là, on peut aller loin au niveau technique, parce qu'une fois que ta bière a ton 5% d'alcool, elle va être pas mal protégée des bactéries. Après. C'est ça. OK? Mais au début de la fermentation, quand c'est laissé à l'air libre, c'est une fermentation qu'on appelle spontanée, les deux se mélangent. À force d'observer le processus de fermentation, les moines, les brasseurs professionnels, ont remarqué que la mousse qui se fait pendant la fermentation, si tu prends cette mousse-là et tu l'utilises dans le brassin subséquent, ta bière va être moins sûre, elle va être plus douce. Ah OK? oui. Puis on fait des expériences comme ça, là. Puis ils prennent des notes, évidemment, parce qu'ils savent écrire, puis ils ont Les le temps. moines, exactement. Ben oui. Ils ont le temps d'observer, puis ils veulent aussi avoir le meilleur produit du monde pour attirer les pèlerins, pour héberger les gens qui sont en voyage. C'est des bed and breakfast du temps, c'était ça. Là. Et... Oui, ben, faute de mieux. Oui, c'est ça. Alors, et aussi pour se nourrir eux autres mêmes, ça facilitait la prière. Puis, anecdote, là, mais dans le temps du carême, où on n'avait pas le droit de manger de solide, on avait la bière qu'on disait du salut. Hein. Un petit raccourci, toi. Bière plus forte en alcool, hein, qui permettait de se revitaliser plus facilement. Peu importe. Okay? De renforcer sa constitution. Exactement. On a toujours l'image du moine en pleine célébration spirituelle. Alors, une des moines, OK, une femme moine en Allemagne, qui trouve un secret pour que la bière se garde plus longtemps. Mais on ne veut pas la garder très longtemps, la bière, à ce moment-là. T'as fait ta bois. T'as pas de réfrigération, les tonneaux commencent, la bière est faite pour être consommée au plus sacrant. Okay? Comme du pain frais. C'est pas fait pour être gardé, mais on ne veut pas qu'elle vire au vinaigre, on ne veut pas qu'elle surisse trop. Ouais. Puis on va l'adoucir avec des fruits, les fruits du moment. On va l'adoucir avec du miel, on va l'adoucir avec des épices pour camoufler ce goût qui, quand elle a 2-3 jours, elle devient désagréable. Puis une moine, c'est une violoncelliste, c'est une femme qui écrit de la musique classique, qui s'appelle Hildegard von Bingen, qui découvre, elle est herboriste aussi. Elle découvre que si tu utilises du houblon dans la bière, elle se garde plus longtemps. Le houblon, parlons-en un petit peu. Est-ce que c'est pas un lointain cousin du chanvre et du cannabis? En fait, c'est dans la même famille, là, au niveau horticole. Ce sont des cousins. Oui, absolument. En fait, ce qui est amusant, là, au début des années 90,
dans la révolution microbrassicole, il y a quelques brasseries à Montréal qui faisaient de la bière justement au chanvre. Non. Fait que la feuille de chanvre, c'est la même que la feuille de cannabis. Hein? Fait que pour mettre ça sur les étiquettes, ils ont rencontré quelques problèmes avec la régie des alcools, mais à la fin, il était legit, comme on dit, il était légal à ce niveau-là. J'ai toujours voulu te demander si ça se faisait pas de la bière avec du chanvre ou avec de la Marie-Jeanne. Avec Marie-Jeanne, ça se fait, pas au niveau commercial. Parce que c'est pas légal. Parce que je ne crois pas que ce soit légal encore, malgré la légalisation du cannabis. Je pense que tu n'as pas le droit de mélanger l'alcool avec Ben, ça aurait le du THC. sens. Mais Ça pourrait faire un cocktail explosif. Au niveau de l'empire microbrassicole québécois, la plupart des brasseurs ont été, dans leur vie antérieure, dans la cuisine, dans le sous-sol, des brasseurs maison. Et ce type de bière-là a déjà été fait à grande échelle. Ah oui. OK. Pas de nouveau commercial. J'ai eu l'occasion d'en consommer et je t'assure que c'est pas une expérience agréable dans le sens que après 2 consommations, tu n'as plus le goût de boire du tout. c'est pas commercialement Je comprends. très vivant. Là. Puis là, tu prends pas ta voiture après ça. Là. Je comprends. Tu prends pas, tu t'en vas ailleurs. Là. Donc, il y a un effet psychoactif. Très fort. Vraiment, oui, c'est des voyages extraordinaires. Là. Wow. Mais quand je dis extraordinaire, c'est au sens propre. Là. Je ne veux pas dire que j'ai aimé ça, je n'ai pas repris après. Mais... Tu veux dire que c'est une expérience hors de l'ordinaire. Oui. Tu t'attends pas à ça quand tu consommes une bière. Tu fais des voyages assez le fun. OK. Alors, puis moi, consommer, être trop sous, je suis pas... j'aime pas ça le lendemain. Non, ce balado n'encourage pas l'ébriété. Boire moins, boire mieux. Ça, c'était mon premier slogan. Le premier livre qui est là. Premier livre. T'en as beaucoup de livres ici. Juste là. en dessous. Deuxième? Celui en bas complètement. Celui qui soutient tous les autres. Ah oui, dans le fond, la fondation. Le guide de la bonne bière. Ouais. Publié en quelle année, ça? Avec le Tricarré. 91, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. On est en 91. Oui, là où tout a basculé dans ma vie. Beaucoup de choses se passent en 91. Alors, tu parles à un élève de l'histoire de l'Union soviétique. 91, c'est là que ça arrive. Ah oui, absolument. Alors, OK, fait que le houblon arrive dans les recettes de bière. Ouais. Parce qu'on dit toujours du jus de houblon. Hein. Puis vraiment, il n'y a pas beaucoup de houblon dans la bière. Dans la bière, dans ton verre de bière, c'est surtout de l'eau. Ouais. OK, elle fait 6% d'alcool par volume, donc tu as 93,9% d'eau dans le produit. Là. Mm-hmm. Puis le reste, c'est de l'alcool. Mais de l'eau et de l'alcool, ça goûte à rien. OK? C'est pas... Dans ton 0,5%, là, c'est là que toute ta saveur est. Mm-hmm. Avec ce 0,505-là, tu as toutes les bières du monde qui sont là. Tu en as de l'amplitude de saveur là-dedans. Mm-hmm. Alors, tes papilles sont bonnes en tabarouette pour pouvoir goûter la différence dans le 0,05% du produit sapide qu'on retrouve dans la bière. Alors, on découvre le houblon, qui devient un ingrédient au même titre que l'orge qu'on a fait malter, et au même titre que l'eau. Alors, c'est tes 3 ingrédients de base. Et quand Pasteur arrive, là, on est loin là, dans l'histoire de la bière. Mm-hmm. Quand Pasteur arrive, à cause qu'il est en mesure d'utiliser le microscope inventé par Van Leeuwen, un Hollandais en tout cas, il découvre que c'est une levure, que c'est un champignon microscopique qui fait ce travail de transformer le sucre dans le liquide en gaz carbonique et en alcool. Et il sait aussi que pour protéger l'alcool de virer au vinaigre, on doit le faire chauffer à une certaine température, d'où la pasteurisation. On donne son nom à la procédure. Et à partir de ce moment-là, on arrive en même temps que la révolution industrielle. La bière est toujours là comme aliment de base. Là. Elle est toujours faite par des femmes, surtout à la maison, par des moines aussi. La bière des moines en Europe est réputée comme ça n'a pas de bon sens. Encore aujourd'hui, hein? Encore, oui. Mais aujourd'hui, c'est rendu c'est ça. Tous les développements techniques techniques et scientifiques sur la levure, sur la fermentation, c'est connu, fait que n'importe qui peut faire exactement la même qualité que les moines aujourd'hui. Là. Okay, ouais. Ça n'a plus rien à voir avec l'héritage historique. Ouais. Alors, mais la révolution industrielle arrive. La révolution industrielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplace l'humain dans le brassage par des machines.
Fait qu'au lieu de brasser 100 litres, on peut brasser 10 000 litres. OK? Et pour s'équiper, pour brasser 10 000 litres, ça prend des sous. Ça prend de l'argent. Et ça prend des investissements où les gens ont de l'argent. Alors, la femme se fait tasser tranquillement pas vite. Parce qu'elle n'a pas accès au capital à l'époque. Elle n'a pas... C'est sa petite brasse. C'est son pain maison. C'est sa bière maison. Fait que là, quand la révolution industrielle arrive, ça arrive d'abord en Angleterre. Et c'est des grands investisseurs qui vont partir, qui vont fonder des brasseries, puis qui vont donner leur nom à la bière. Qui vont donner leur nom. Ici, on a vraiment l'héritage de l'Angleterre, le Canada. Alors, les grands noms de bière au Canada. Labatt, Molson, O'Keeffe, Dahr, c'est tous des patronymes qui arrivent d'Angleterre. Avant, il n'y avait pas de marque de commerce de bière. C'était la bière de Paris, c'était la bière de Bruxelles, c'était la bière de Cologne, c'était la bière d'un endroit pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Là. On se partageait les mêmes variations de recettes locales, des ingrédients locaux, dépendamment de la saison. Puis c'était la bière de Steve qui habitait au coin de la rue ou de Maria qui habitait à l'autre coin de la rue. Oui. C'est peut-être pas les meilleurs noms pour cette comparaison-là, mais on comprend l'idée. Les pèlerins, les voyageurs savaient que la bière à tel endroit avait telle saveur, puis la bière à tel autre endroit avait une caractéristique différente. Ouais. Là, on arrive à la révolution industrielle. Alors, on rentre dans un changement majeur au niveau de la manière que la bière est brassée, puis au niveau de la façon qu'on va la vendre et la distribuer. Alors, c'est là qu'on commence à embarquer dans le marketing, dans la mise en marché, dans les protectionnistes, dans l'internationalisation. Et c'est là que les bières anglaises vont avoir une longueur d'avance sur toutes les autres bières sur la Terre. Et les Anglais ont aussi cette procédure qui arrive avec les révolutions scientifiques, de savoir qu'au niveau de la méthode de brassage, il y a une étape où le malt est transformé en sucre fermentescible. Et ça prend du chauffage pour ça. De façon empirique, les Allemands l'avaient trouvé en faisant chauffer leur brassin à différentes étapes. Ça veut dire qu'il y a l'étape 1, on mélange de l'eau bouillante avec un certain nombre de malt, puis on va augmenter la température en faisant bouillir dans l'autre cuve, puis graduellement, on va augmenter la température. À un moment donné, la conversion se faisait. Mais on le faisait de façon empirique, ça prenait 4-5 heures. Alors, les Britanniques, eux autres, ont trouvé que si tu dosais ta quantité de malt avec ton eau bouillante, que dès que les deux se rencontrent, la conversion se fait à ce moment-là, et pendant les 20 prochaines minutes, ça va être réglé, tu viens de sauver 3 heures, 4 heures de brassage. Fait que là, les Anglais développent leur style de bière avec ça. Ils prennent de l'avance au niveau économique, au niveau du coût de revient et au niveau du coût pour la vente au détail. Ils s'emparent d'un marché quand même assez international à ce niveau-là. Alors que les Allemands, eux autres, ou les peuples allemands, ça leur coûte beaucoup plus cher, mais ils font une bière différente à cause des ingrédients puis à cause des méthodes de brassage. Et pourtant, si bonne. Et pourtant, de la bière qui est si bonne. Aujourd'hui. Ouais. OK? Parce que ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi l'évolution de ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle. OK? Alors, les Britanniques commencent avec ça, ils développent leur style. On n'oublie jamais que jusqu'à ce moment-là, la bière a fait 2-3% d'alcool par volume, et c'est la tradition qui reste au Royaume-Uni. Aujourd'hui, tu vas au Royaume-Uni, tu commandes une bière traditionnelle dans un bar au Royaume-Uni, dans un pub. On va appeler ça la bitter ou la best bitter. Encore servie à l'ancienne, ça veut dire qu'elle n'est pas carbonatée, elle est flat, comme on dit, à la température du cellier, parce que la carbonatation, le pétillement dans la bière vient quand on est capable de faire une bouteille solide qui va tenir la fermentation dans la bouteille. Ça arrive tard aussi, là. C'est comme le champagne. Ça arrive tard dans l'histoire. Alors, on fait ce produit-là pour le marché domestique et pour le marché extérieur, on va le faire un peu plus fort en alcool et un peu plus houblonné parce que les houblons protègent le produit. Alors, tu as les export. Tu sais, le mot export, c'est les bières qui ont un style d'origine, mais qui est destiné à un marché extérieur. Ça, c'est typiquement des bières qui sont plus alcoolisées et plus houblonnées. Exactement. Et puis, dans le fond, tout ça a rapport avec
la très formidable expansion du commerce maritime, où est-ce que tout d'un coup, ta bière, ça va dans la cale du navire, on met d'autres choses pour le retour, mais grosso modo, il y a de la bière qui est faite pour la consommation locale en Angleterre, puis il y a de la bière qui est faite pour la consommation internationale. Oui. Et c'est pas la même bière. L'Empire britannique, hein? Ils sont partout sur la terre, eux autres. 25% de la partout. C'est Bass, en fait. Hein? Bass Brewery, William Bass. Là. Mm-hmm. Et en fait, il arrive, Bass, il a fait son logo, c'est un triangle rouge. C'est la première marque de commerce au monde, c'est son logo, William Bass. Le triangle de Bass. Donc avant le triangle des Bermudes, il y a eu le triangle de Bass. Oui, c'est ça. C'était réputé partout. Mais les autres, on a découvert avec Bass qu'une des raisons qui expliquait la stabilité de son produit à lui, c'était pas juste le houblon. C'était aussi l'eau de brassage qui était là à Burton. Mais oui, l'eau. L'eau, qui était très riche en craie, là, en calcaire? En calcaire, oui, exactement. Alors, qui avait deux avantages d'utiliser cette eau-là. Le calcaire faisait en sorte qu'il y avait besoin de moins de houblon dans ta bière parce que ça absorbait plus les éléments essentiels du houblon, les huiles essentielles et les arômes, là, les huiles aromatiques puis les tanins. Là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la bière, au lieu de te coûter 100$ de houblon, ça coûtait 80$ de houblon. OK? Ouais, ben c'est une bonne... Écoute, tu me parles dans des termes que je connais. Là. Moi, homme du 21e siècle, quand tu me dis une économie de 20%, je t'écoute. Ouais. Alors, vois-tu, on simplifie les choses, là, hein, parce qu'on pourrait écrire... Ben là, écoute, non. On fera pas un 15e livre ce soir. Non, c'est ça. On en a déjà 14. Mais regarde, si tu prends, là, on parle des pays, les paradis de la bière, tu sais. Mm-hmm. Je vais dire, nomme-moi les 3 pays paradis de la bière. L'Angleterre arrive, puis l'Allemagne arrive. OK? L'Allemagne, elle bénéficie de l'Angleterre, mais lui, les brasseurs allemands font de la fermentation basse, puis une bière qui est plus blonde que les brasseurs britanniques. Puis c'est quoi le pays entre les deux? Ça s'appelle la Belgique. Oui. OK? Puis la Belgique, on a la réputation des bières, des trappistes, les moines. Mais c'est les moines qui ont été chassés de la Révolution française, qui sont montés en Belgique. Mais il y avait déjà des moines en Belgique, là. C'était un territoire tampon, ça, la Belgique, pour les guerres européennes, là. Tu sais, on remonte à Louis XIV, là, et compagnie, là. Oui. Les champs de bataille, ils se tiennent dans ce coin-là, là. Puis non seulement ça, mais en plus, les Flandres, la Hollande, les Pays-Bas, c'est... je veux pas trop m'aventurer, mais jusqu'au 15e siècle, à peu près, une des premières régions manufacturières au monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capital accumulé. Oui. Ça a été, jusqu'à un certain moment, la première puissance maritime avant l'Angleterre. Puis, après une coupe de guerre, l'Angleterre pour les... Il y a l'Espagne qui était bonne aussi, mais c'est ça, une bonne flotte maritime. Oui. Puis dans le temps, la Hollande, ça comprenait la Belgique, là. Ouais, c'est ça. Les Pays-Bas d'en haut, puis les Pays-Bas d'en bas. C'est pas de même qui nommait ça, c'est mais d'autres pays d'en haut que les nôtres. Oui, c'est ça. Mais puis là, il arrive un phénomène assez intéressant dans l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle la taxation. Oh non. Oh non. Et ça c'est un phénomène assez humain, assez société. Ouais, là où il y a de l'humain, il y a de la taxe. Alors, et on ne sait pas comment taxer la bière. On sait pas? On sait pas. On la taxe, par exemple. Ouais. On la taxe avant qu'on taxe sur l'alcool qu'il y avait dans le verre. Il y a eu d'autres façons, la grandeur de ta cuve, le poids des matières premières. Mais oui. OK, il y avait plein de façons de taxer. On a expérimenté énormément là, à différentes époques, surtout en Angleterre. Ouais. Puis il y a eu plein de révoltes par rapport à la taxation au 16e siècle. Le monde rentrait avec des rubans, puis il calculait la longueur de la cuve, il faisait des calculs. Des fois, il avait raison, des fois, il avait tort. Puis ça mettait les gens en beau maudit, des fois, parce qu'ils se faisaient faire une ponction assez substantielle de leur profit. C'était pas évident. Pour financer des guerres. Oui. Mais en Belgique, la façon de taxer, c'était sur la capacité de ta cuve. OK? Alors, tu étais taxé sur le volume. Fait qu'est-ce que les Belges faisaient? Et en mettant tabarnouche de matière première dedans. Ouais. Alors, ça se faisait des bières plus fortes. Alors, les papilles belges... Vraiment? C'est ça la raison? Ben oui. OK, mais aujourd'hui, c'est plus de même. Non. Ça a tout changé. C'est tout l'alcool par volume ou l'alcool par poids. OK?
Puis là, c'est une autre légende urbaine, là, entre les bières américaines qui sont moins fortes que les bières canadiennes. 4,5 aux États-Unis par poids, c'est 5% par volume au Canada. C'est le même degré d'alcool dans le Mais je suis pas produit. sûr de comprendre c'est quoi la légende urbaine. Ben, les gens disaient toujours que les bières canadiennes étaient plus fortes que les bières américaines. Alors que ça n'a rien à voir, c'était la même affaire. Moi, j'ai toujours On pensé ne que... mesurait pas de la même façon, c'est tout. Mais à l'intérieur, il y avait la même quantité d'alcool. OK. Alors, tu sais, le poids de l'alcool est plus léger que le poids de l'eau. OK? Alors, à 4,5 par poids, c'était la même chose que 5% par volume. Parce Ouais. que le volume de l'alcool était plus grand que son poids relatif par rapport à l'eau. Alors, je ne sais pas si je suis clair sur mon explication, mais c'est deux unités de mesure différentes. Les Français ont fait une bonne affaire en 1789, si je me souviens bien, là, quand ils ont chupé le Louis XVI dehors. Là. Tu veux dire quand ils lui ont poliment ôté la tête? Ouais, mais ça a été long, hein? Ça a pris quasiment 2 ans avant qu'il Oui, coupe c'est la vrai. tête. Mais ce que je veux dire, c'est que une des revendications des marchands de la France de l'époque, c'était d'unifier les mesures. Oui. C'est que le pied de Paris soit la même longueur que le pied de Marseille, puis que le poids de Lille soit le même poids. Mais Fait que c'est les vrai. échanges commerciaux étaient tous fuckés, là, à cause que les Mais unités oui. de mesure n'étaient pas pareilles. Écoute, Fait- j'ai lu un livre fantastique là-dessus sur les unités de mesure comme instrument de la grandeur de l'État moderne. Et puis, il y a une thèse dans le livre, ça s'appelle L'œil de l'État. Puis la thèse, c'est la construction de l'État moderne se fait sur la destruction de la culture locale qui, bien que légitime, bonne, utile et souvent meilleure que quelque chose qui vient de loin, est sacrifié au nom de l'État moderne, comme par exemple le nom de famille. Ouais. La division d'un prénom puis d'un nom de famille, le concept de maître, c'est bien beau parce que c'est universel puis parce que c'est facile à utiliser, mais en réalité, ça se fait sur la destruction de pratiques très courantes qui ont un sens pour ceux qui l'ont perdu. Et puis moi, ça me fait penser à Napoléon. Ouais. Parce que Napoléon, il a la réputation d'être petit. Et c'est parce que le nombre de pieds qu'il faisait Ouais. en France n'était pas le même nombre de pieds, ou plutôt ce que le pied représentait, c'était pas la même chose en Angleterre. L'Angleterre, en tout cas Londres, Ouais. ou en tout cas les pieds qu'utilisait l'élite de l'Angleterre, utilisaient des pieds qui étaient plus courts que les pieds français. OK. Donc naturellement, quand on disait que Napoléon faisait, je sais pas 5 pieds 2. il faisait 5 pieds 2. C'est ce qu'on dit. Mais ça me dit dans ce coin-là. Ouais, 5 pieds 6 peut-être. Mais il était pas grand. Il était pas petit non plus, c'est ça mon Ouais. point. En Angleterre, C'est pas un nain, tout de suite ouais. après la destruction à toute fin pratique de Napoléon comme ennemi juré, Ouais. on a lancé le mythe de Napoléon comme étant le petit caporal. Hein. Ouais. Mais petit caporal Ouais. en France, ça c'est une autre chose. Oui. C'était un terme d'affection. Oui. Alors là, tu as le problème de la grandeur du pied D'accord. avec lequel tu mesures Monsieur Napoléon, Monsieur Bonaparte. Après ça, tu as aussi le fait qu'on utilise un diminutif. Fait que en Angleterre, la propagande de guerre, la propagande anti-napoléonienne ben oui. a dit « Ah ben oui, c'était un nain! » Voilà. Le petit cul. Grosse digression. Oui. Donc Voilà. la bière, partant de l'Antiquité, d'une petite boisson à 2%, entre dans l'époque moderne à travers cette merveilleuse invention qu'est le houblon. Puis là, on se retrouve avec un monde qui est en gestation, en explosion. Il y a la commercialisation, il y a le commerce maritime, il y a la globalisation. Puis là, il y a la bière d'exportation. Il y a aussi la découverte, comme tu disais, chez Bass, que l'eau L'eau, oui. et son calcaire, surtout, pouvait occasionner une réduction de 20% Oui. dans la dépense en houblon. J'ai juste une image, là. Le 20%, prendrez pas à pied de la lettre. Là. Trop pied, tard. Au maître de la lettre. Je vais faire de mon mieux. Mais, alors, ça fait partie du fil conducteur de l'humanité. Puis un des exemples que je trouve les plus amusants, si tu penses à l'Allemagne et à la bière, il y a une image qui va te venir facilement en tête qui s'appelle le Biergarten. Ouais. Le jardin de bière. J'y ai été. C'est un espace aménagé dans la cour de la brasserie pour consommer de la bière. On parle de consommation. Les Allemands, eux autres, c'est dans le sud, pas dans le nord. Le nord, il est plus protestant, le sud, il est plus catholique. Peu importe, là. Mais c'est 1 litre.
Un verre de bière, c'est 1 litre. La bière du Beer Garden, c'est Dans le 1 sud, litre. en Bavière, Ouais. c'est 1 litre. Puis si tu vas dans le nord, ça va être 50 centilitres, 40 centilitres, de temps en temps 20 centilitres. À Cologne, c'est 20 centilitres. Ouais. À Düsseldorf, c'est 20 centilitres. Mais t'en commandes à volonté, là. Que c'est 20 oui. centilitres. Tu sais, fait que t'as pris un verre en Bavière, t'en as pris 10 Je comprends. à Düsseldorf. C'est la même affaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est la joie de vivre en Allemagne. C'est ein Prosit, c'est la polka, puis... Il y a une fierté dans la shop. Oui, puis il y a les jardins de bière. Il arrive, t'as parlé de Napoléon tantôt. Ben oui, regardons ça. Il a un peu déstabilisé l'Europe, lui. Oui, Il a un petit peu fait peur aux riches en Europe. Ben oui. OK, ceux qui étaient proches des royaumes, des couronnes, des rois, Alors, il y a eu un exode du peuple allemand. Il y a eu un exode de beaucoup de peuples européens qui sont en allés surtout aux États-Unis. Puis, aux États-Unis, il y avait une tradition brassicole de bière britannique. Mhm. Mais les brasseurs allemands arrivent avec leur nouvelle recette de bière blonde. Ils viennent tasser les brasseurs britanniques. Fait que quand tu regardes les gros noms, les patronymes des grandes bières américaines, Miller, Einherjar, Busch, tous des noms... Pabst. Pabst, tous des noms allemands. Ils ont tous fermé, finalement, les bières d'origine Native American. Okay? Comme le Canada a ses patronymes anglais. Exactement. Qu'est-ce qui arrive avec les brasseurs allemands? Qu'est-ce qu'ils font dans la cour arrière de leur brasserie? Ils font de la Pils. Non, on boit de la pisse. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la cour? Ils font des Biergarten. Ah ben oui, pardon. OK. Pardon. Oui. Et on est à l'époque moderne. Là. On est à l'époque... Les révolutions techniques ont eu lieu. Fait que là, les brasseurs, qu'est-ce qu'ils font dans leur Biergarten pour attirer du monde? Ils installent des manèges. Ils installent des montagnes russes. Mon Dieu, mais je suis en train de visualiser un cirque. J'imagine genre la fête foraine. Ben, c'est permanent, là. Ouais. Permanent. Alors, les premiers parcs d'amusement américains, c'est des Biergarten. Vraiment? Oui, OK. Ça commence comme ça. Aujourd'hui, c'est complètement séparé. Mhm. Mais ça fait partie de l'influence de la bière dans l'évolution de la société. Ouais. OK? Un de mes souvenirs les plus délicieux comme adulte, j'ai visité Busch Garden en Floride. Busch Garden. Ça, c'est-tu le jardin personnel de George Bush? Non, c'est pas Bush, la famille. c'est une autre Bush. C'était Einherjar Busch. OK. J'avais pas fait le lien, moi, avec Einherjar Busch. Tu pensais que c'était chez George Bush? Non, oui, ça serait le fun, hein? Alors, j'arrive, on fait les manèges, tu sais, puis il y a un thème égyptien, eux autres. OK? Il y a le thème. On est-tu fini, là? Non, j'ai accroché un bouton avec mon pied. Bon. Mais je pense que tout va bien. Moi, je suis là avec mes 2 enfants. Puis on visite, puis à un moment donné, on arrive. Il y a comme un sentier. On rentre. Hein, on est dans une brasserie. Moi, c'est quoi ça? Moi, j'allais à Busch Garden pour les manèges, pour les animaux. C'est comme un jardin zoologique. Ben, c'est Busch, Eberhard Busch, qui avait commencé un jardin zoologique avec son Beer Garden. C'est devenu un des plus grands parcs d'attraction des États-Unis. Aujourd'hui, c'est tout séparé de la brasserie. Mais quand je suis allé visiter, au début des années 90, c'était encore une propriété de la brasserie. Budweiser, pour pas nommer la marque. Là. Puis là, on rentre dans la brasserie, puis une des attractions, c'était des couloirs réservés aux touristes qu'on faisait le tour de la brasserie à l'intérieur. J'étais franchement impressionné. J'ai dit, je veux savoir pourquoi. C'est quoi cette affaire-là? Ben oui. Puis là, ça m'a permis d'écrire un 2e livre, un 3e livre. Ben voyons donc, la bière a eu cette influence-là aussi. Tu découvres un nouveau Beer Garden, tu te dis, je vais écrire un livre là-dessus. Voilà. J'aime ça. J'aime l'esprit d'entreprise. Mais c'était dans mon 10e livre, je pense. OK. Oui, je l'ai écrit pour le vrai, les photos de Busch Garden, puis tout. Puis il y avait la recette de Washington, George Washington, qui était brasseur maison. Puis il y avait une recette originale qui était photographiée là. Ça fait partie des musées, ça, en Amérique, aux États-Unis. Ah oui, George Washington lui-même, il était réputé brasseur. Oui. Je pense pas qu'il ait brassé sa propre bière. Oui, brassé sa propre bière. Ah oui, vraiment, oui, toi, tu le sais lui-même. Oui, c'est dans les livres d'histoire, ça, là. Ben, moi, je pensais qu'il faisait des notes sur comment avoir une bonne bière que lui aimait, et puis qu'il a confié à une tierce partie qui, elle, la brassait pour lui. Mais dans tous les cas, il était très intéressé par la bière, ça, il n'y a aucun doute. C'était une boisson
un aliment de base jusqu'à la prohibition. Les collèges réputés des États-Unis, jusqu'à la prohibition, même après la prohibition, ils servaient de la bière au repas. En Belgique, ils ont servi de la bière aux enfants jusqu'à récemment, là, jusqu'à dans les années 70. Là. Mon frère est allé à l'université en Allemagne, à la maîtrise, on servait de la bière à la cafétéria. Absolument. Alors, encore aujourd'hui, là, oui. aujourd'hui, tu vas voir les employés en Allemagne, les travailleurs de rue, tu sais, les capsules mécaniques là, qui se referment, là, ben, ils ont leur bière à la job. Là. Je sais pas si c'est encore là, mais moi, j'ai vu ça, moi, en faisant mon tour de brasserie. Mais ça fait pas longtemps, là. Ça fait une dizaine d'années, peut-être? Il y a une vingtaine d'années, mes voyages en Allemagne, oui. Des beaux voyages, beaucoup d'histoires, une excellente façon de conclure un épisode très, très, très riche en histoire et je ne pense pas faire de mots de jeu en le disant, très riche en houblon. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Mario, il y a son site web et une quatorzaine de livres qui sont à votre disposition. Un petit dernier mot aussi, bien évidemment, Mario, je te remercie d'avoir été avec nous. Ça fait un grand plaisir. Moi aussi. Et un petit mot, encore une fois, un petit rappel pour notre commanditaire d'aujourd'hui. Les Brasseurs du Temps, ils sont au 170 rue Montcalm. Allez les voir, allez essayer l'horloge du temps, de la bière du temps, du brasseur de cette époque-là. Allez voir leur musée, allez consommer leur horloge. Passez par là, ils sont très sympathiques. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, on a un beau programme pour vous. Cheers!